Donc, salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Donc, je vais vous demander un petit peu de silence pour que mes propos soient audibles pour tout le monde. Donc, je me présente, je suis Dr Semlani. Je suis encore maître assistant dans le service de pneumologie. On va essayer de voir aujourd'hui la question, une question d'actualité, au fait, hein, la question des pneumopathies virales. Hein. Elle est d'actualité, pourquoi? Donc, notamment par rapport à cette nouvelle maladie qui nous a fait beaucoup de mal, hein, qui nous donne encore du fil à retordre, qui continue à emporter malheureusement des vies. Je fais allusion bien sûr à la Covid, la Covid-19. Donc, comme votre nouveau programme qui est en rapport avec la nouvelle réforme des études médicales en Algérie, cette nouvelle réforme nous a demandé, si vous voulez, nous a obligé de vous faire cette nouvelle question de la Covid dans le cadre général des pneumopathies virales. Donc je pense qu'on va commencer avec les objectifs. Donc selon toujours la nouvelle réforme, les objectifs qu'on va s'astreindre pour cette question, d'abord on va essayer de décrire l'épidémiologie des grippes et de la Covid dans le monde et en Algérie. On va voir comment on va faire le diagnostic d'une grippe et les signes de complications, ainsi que la définition des principes de prise en charge thérapeutique. On verra comment diagnostiquer une Covid-19 et les signes de ces complications. Hein. C'est comme les objectifs concernant la grippe. Identifier les situations d'urgence devant une grippe, devant une Covid. Et enfin, décrire les modalités de prévention pour la grippe et pour la Covid. Donc le plan, ça va être un plan très simple. On va voir les cadres nosologiques concernant les pneumopathies infectieuses en général, qu'elles soient bactériennes ou virales. Une petite introduction. On va voir quels sont les principaux agents viraux qui vont induire ou entraîner une pneumopathie virale. On verra la transmission des virus, on verra de façon plus approfondie la question de la grippe et enfin la question de la Covid-19. Donc, commençons par les infections respiratoires basses. Donc, avec cette approche anatomoclinique, les infections qui causent une inflammation au niveau de ces organes, que ce soit les bronches ou les alvéoles ou le poumon profond. D'abord, les infections bronchiques se distinguent en trois types. On a les bronchites aiguës qui sont engendrées par des virus. Les surinfections de bronchopneumopathie chronique obstructive peuvent être dues au virus ou bien à une infection bactérienne. Les bronchopneumonies aiguës sont dues essentiellement à des virus, voire à des bactéries atypiques dont le type et le mycoplasme. Enfin, concernant l'atteinte infectieuse du poumon, elle va entraîner des pneumopathies aiguës qui sont dues essentiellement à des bactéries. Donc cette approche, c'est une approche un petit peu ancienne, la distinction entre les infections bronchiques et les infections pulmonaires. Elle est basée sur une distinction anatomique. Si vous voulez, c'est une classification pré-pasteurienne, avant l'apparition des antibiotiques. Et vous savez que les antibiotiques, ils ont une action essentiellement sur les bactéries. Les antibiotiques n'ont pas d'action sur les virus. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup d'antiviraux pour lutter contre ces infections virales dues à des virus. En introduction, les pneumopathies virales, c'est des infections qui sont fréquentes, qui peuvent atteindre essentiellement l'enfant et le nourrisson. Elles sont les plus souvent bénignes. Avant, on disait ça. Elles étaient bénignes, surtout par rapport à la grippe, qui est beaucoup plus bénigne par rapport à la Covid. La Covid qui a entraîné, je vous le rappelle, une pandémie mondiale. Et donc, on va voir des répercussions, notamment sur
les décès et la propagation de cette maladie. Elles peuvent être graves, notamment chez les patients qui sont immunodéprimés, parce qu'en fait, si on n'a pas de moyens de lutte contre ces virus, l'immunité parce que devant les virus, il n'y a pas vraiment d'antiviraux efficaces. Et d'ailleurs, la Covid a montré qu'on n'a pas de moyens pour lutter contre ces virus. Donc, ces infections peuvent être graves chez les immunodéprimés, c'est-à-dire les adultes sains, c'est sans source d'œdème lésionnel. Et ça, c'est un tableau un petit peu clinico-pathologique qui est grave, ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë, et qu'on verra peut-être comme complication tout à l'heure quand on va parler plus amplement de la Covid. Donc, quels sont les agents viraux responsables de ces pneumopathies virales? Ils sont plus de 200 virus qui peuvent être impliqués dans les infections virales communautaires. On distingue essentiellement deux groupes de virus. Les virus qui ont un tropisme respiratoire essentiel, c'est-à-dire qui touchent essentiellement, ou là qui peuvent toucher l'arbre respiratoire, que ce soit l'arbre respiratoire haut ou l'arbre respiratoire bas. Vous savez qu'une infection pulmonaire, elle va commencer par une infection de la sphère ORL. Physiopathologiquement parlant, ça va commencer par une infection de la région ORL, que ce soit le nez, le nasopharynx, et puis ça va être une infection descendante qui va toucher la trachée, les bronches, voire le poumon profond. Sur ça, c'est des petites notions de physiopathologie. Donc revenons aux virus qui ont un tropisme respiratoire essentiel. C'est essentiellement les myxovirus influencés et para-influencés. Le myxovirus influencé, c'est l'agent de la grippe. C'est l'agent de la grippe, si vous voulez, saisonnière, épidémique. On a un autre virus qui est le virus respiratoire syncytial, qui se voit essentiellement chez l'enfant. Il va poser, lorsque vous allez faire de la pédiatrie, on va vous parler des bronchiolites du nourrisson. L'agent essentiel qui cause ces bronchiolites est le virus respiratoire syncytial. Quoique on peut le voir également chez l'adulte et chez les sujets âgés. On a les adénovirus et les rhinovirus, généralement des virus qui vont toucher essentiellement la sphère ORL. Rarement ils vont descendre pour donner une pneumopathie. Deuxième groupe de virus, c'est les virus à tropisme respiratoire occasionnel. Au cours d'une immunodépression, c'est-à-dire d'une chute de l'immunité de la personne, ces virus, qui va l'herpès-virus, les entérovirus et le virus pathogène peuvent donner une atteinte respiratoire et a fortiori une pneumopathie, c'est-à-dire une atteinte du poumon profond. Quelque chose qui manque. Donc, on a vu le groupe des virus à tropisme respiratoire, les virus à tropisme respiratoire occasionnel, les virus à tropisme respiratoire essentiel. Maintenant, lors de ces dernières années, notamment avec le début des années 2000, on assiste à l'émergence de nouveaux virus, ce qu'on appelle les virus émergents. Et notamment, ces virus de SARS-CoV, les virus Covid, les virus coronavirus, qui entraînent des tableaux de plus en plus graves, qui peuvent entraîner des tableaux graves et dont on n'a pas beaucoup de moyens pour lutter contre ces virus, ce qu'on appelle les virus émergents. Donc je vous ai mis un petit tableau pour résumer un petit peu et pour distinguer entre ces virus anciens et ces virus émergents. C'est-à-dire ces virus qui sont apparus de façon nouvelle, qui sont nouvellement apparus. On a les virus anciens, c'est surtout le virus de la grippe. Vous avez trois genres de virus grippal, les virus A, les virus B et les virus C. On les classe en fonction de leur protéine de surface. Là, ils ont des dénominations H3N2 ou la H1N1 en fonction des protéines de surface. On les verra plus amplement lorsqu'on va décrire, là on va parler de la grippe.
On a aussi le virus respiratoire syncytien dans deux sous-types, on a deux genres, le A et le B. Le virus par influencer les rhino- et entérovirus. Il y avait avant, les virus anciens, des coronavirus mais qui n'étaient pas très agressifs, hein, et qui donnaient des rhinites, des infections de la sphère orale. Quels sont les adénovirus, les virus de l'endogenre et les herpesvirus? Ça, c'est les anciens virus. Maintenant, concernant les virus émergents, ils sont apparus notamment en 2003 avec la première, on va parler de pandémie, quoique n'était pas vraiment très grande par rapport à la pandémie qu'on a vécue actuelle. C'est le premier SARS-CoV, qu'on appelle le SARS-CoV-1, qui est apparu en 2003 dans le sud-est asiatique, toujours en Chine. On a l'influenza aviaire, la grippe aviaire, qui est due au H5N1. On est apparu l'influenza H1N1 en 2009, ce qu'on appelait la grippe porcine, due au porc. Hein? On est le MERS-CoV, le Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite, en 2012. Et enfin, ce qu'on vit actuellement, la pandémie au SARS-CoV-2, hein, c'est qui entraîne la maladie Covid-19. Le type de description des pneumopathie virale, c'est la grippe. Hein? La grippe est une infection virale qui est due au myxovirus influencé. Hein? La transmission de la grippe, à l'instar des autres infections virales respiratoires, elle se fait essentiellement par transmission aérienne. Elle se fait par transmission aérienne interhumaine. Le virus, il va se propager comment? Il va se transmettre comment? Tout simplement par le biais de gouttelettes de salive et de petites particules qui restent en suspension dans l'air, hein, et qui passent d'un individu ou d'un humain à un autre. Hein? Lors de la projection de ces gouttelettes, par la toux, par la parole ou par les éternuements, le virus va pénétrer dans l'organisme via le lait, essentiellement via le lait, mais il peut rentrer aussi par la bouche, voire par les yeux. Ok? Il y a une inhalation de ces virus. Ça va infecter la sphère orale et, dans quelques cas, ça va descendre vers le poumon profond, donner des bronchites, des trachéites, voire des pneumopathies virales. Ok? Écoutez pas, je suis bien. Ok. Donc, ça, c'est un petit tableau comparatif concernant, ou la comparant, hein, les pneumopathies bactériennes aux pneumopathies virales. Hein. C'est surtout par rapport au début, par rapport à la symptomatologie, qu'elle soit clinique ou biologique ou radiologique. Donc, comme vous voyez, le début des pneumopathies bactériennes est beaucoup plus brutal, alors que les viroses, elles ont un début plus progressif. Les signes généraux peuvent être très importants pour les pneumopathies virales, de même que les signes fonctionnels, alors que la fièvre n'excède pas généralement les 39 degrés, sauf en cas de grippe grave. Il y a des cas cliniques, on a des formes cliniques où la fièvre peut atteindre les 40 degrés. Les signes fonctionnels, ils sont autres pour les pneumopathies virales, de même que les signes physiques. Concernant les signes biologiques, on retrouve une hypermonocytose dans les pneumopathies bactériennes, alors qu'on retrouve plutôt une neutropénie, une neurotropénie dans les pneumopathies virales. Et enfin, dans les signes radiologiques, les pneumopathies, on va trouver des condensations alvéolaires, alors que dans les pneumopathies virales, ce sera beaucoup plus une pneumopathie interstitielle. Ça, c'est pour faire un petit peu le diagnostic différentiel entre une pneumopathie virale et une pneumopathie bactérienne. Donc là, on va commencer par voir l'agent de la grippe ainsi que le tableau radioclinique qu'elle entraîne. D'abord, on va s'intéresser un petit peu à la virologie et l'aspect du virus grippal. Le virus grippal appartient à la famille des orthomyxoviridae. Elle a trois genres, le virus A, B et C, qui sont distingués sur la base de l'antigénité de la nucléoprotéine. Un grand nombre de sous-types de virus de type A ont été décrits en fonction des glycoprotéines de surface. Hein?
fonction du H et du N, qui sont les diminutifs pour protéines d'hémagglutinine et protéines de non-aminidase. On distingue plusieurs sous-types de virus type A. Par contre, pour les virus B et C, ils sont décrits par leur seul type, c'est-à-dire qu'il y a un seul type B, un seul type C, alors que le A, on a plusieurs sous-types. Donc ça, c'est le petit schéma du virus grippe A, et vous voyez, ça c'est la nucléocapside qui contient plusieurs types de protéines, surtout les neuraminases qui permettent l'amarrage au récepteur des cellules respiratoires. On voit qu'il y a les cellules respiratoires. C'est cette protéine, la neuraminidase. On a d'autres protéines qui vont l'hémagglutinine, et vous avez à l'intérieur de la nucléocapside le patrimoine génétique. C'est surtout des ARN à simple segmenté. D'accord. Ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est cette protéine qui permet de s'amarrer, là, le terme, j'ai plus le terme en tête, d'interagir avec le récepteur. Parce que les cellules respiratoires, que ce soit des cellules respiratoires des voies aériennes supérieures ou des voies aériennes inférieures, il y a des récepteurs au niveau des cellules qui permettent l'amarrage au virus. C'est-à-dire le virus, il trouve à travers ces récepteurs à l'intérieur de la cellule pour se répliquer. Vous savez que le virus, comment il se multiplie? Se multiplie en rentrant dans des cellules humaines. Pour les virus humains, il va se répliquer. Et ça va donner plusieurs virus qui vont infecter d'autres cellules. Donc, ce qui est intéressant pour la grippe, c'est de distinguer entre pandémie et endémie. Ok? La pandémie, d'abord, c'est quoi? C'est une forte augmentation dans l'espace et dans le temps des cas de grippe. La pandémie peut être mondiale, comme c'est arrivé avec le virus grippal porcin, ou le virus grippal aviaire. En 2009, on parlait de grippe aviaire, d'influenza d'influenza ou influenza royaume. D'accord. Ça, c'était des pandémies, parce que ça a touché plusieurs pays sur le globe, sur le globe terrestre. Donc, concernant la pandémie grippale, elle peut atteindre jusqu'à 30% des malades avec une mondialisation. Une mondialisation de 3 mois, c'est-à-dire que ça va toucher plusieurs pays. L'augmentation, avec cette augmentation, ou avec cette pandémie, on peut avoir une augmentation des cas graves, jusqu'à 10% de cas hospitalisés en réanimation. Et c'est toute la gravité de ces pandémies. La mortalité, elle peut atteindre jusqu'à 1-3%. C'est une mortalité qui est considérée comme élevée. Elle est périodique, elle survient chaque 20 à 40 ans. Et d'ailleurs, dans le siècle précédent, on a assisté à des grippes, à des pandémies de grippe. La plus connue étant la grippe espagnole en 1918, c'est-à-dire juste après la Première Guerre mondiale, et elle a entraîné, regardez, plus de 50 millions de morts. Donc c'était une pandémie qui était grave. Par la suite, on a assisté, on a eu aussi d'autres pandémies en 58, comme la grippe asiatique et la grippe de Hong Kong en 68. Contrairement aux pandémies, on a des épidémies qui surviennent entre ces pandémies, c'est-à-dire entre les pandémies, on a des pandémies, plutôt des épidémies, et le cas le plus courant étant les épidémies hivernales annuelles. Avant le Covid, on parlait de vaccination grippale annuelle. C'est quand on avait un virus nouveau qui circulait chaque année. C'est pour ça qu'on est obligé de se vacciner chaque année. Ce qu'on appelle les épidémies hivernales qui ont des gravités, qui sont par contre de gravité plus modérée. C'est qu'elles n'entraînent pas des décès aussi importants que lors des pandémies. Quelle est l'explication antigénique à ces pandémies et à ces épidémies? Donc l'explication, elle est génétique.
c'est tout simplement le patrimoine génétique du virus qui va changer. Et il va changer soit par glissement, on aura un glissement, c'est-à-dire au lieu qu'il soit appelé HN, il y aura c'est-à-dire les protéines de surface vont muter du fait de la mutation génétique. Donc s'il y a un glissement, ça va entraîner des épidémies saisonnières. S'il y a des cassures, ça va entraîner des pandémies. Toujours un petit schéma pour distinguer pandémie et épidémie. Les pandémies porcines et aviaires, elles tirent leur nom d'où? Du fait qu'il y a eu un passage de virus grippaux aviaire vers l'homme, ou là de virus grippaux porcin vers l'homme. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert d'espèces. Les poulets ont leur propre virus grippaux, les porcs ont leur propre virus grippaux, et du fait de la promiscuité entre les humains, les poulets et les porcs, il y a eu un passage d'un virus aviaire vers l'humain, il y a eu un passage d'un virus porcin vers l'humain. Il y a eu un transfert, on a un passage d'espèces. C'est ce qui a entraîné des pandémies aviaires et la pandémie à virus porcin. Oui, mais dans les pandémies, généralement, les pays du sud-est asiatique, notamment en Chine, où il y a beaucoup de promiscuité entre ces animaux, que ce soit les volailles ou les porcins, avec les humains. On a un petit peu, ils ont leur mode alimentaire, ils mangent beaucoup d'animaux un petit peu exotiques, et c'est comme ça qu'il y a eu un transfert, un passage d'espèces. Heureusement que ça s'est arrêté, parce que il y a eu une limite de la pandémie, parce qu'il n'y a pas eu de transfert de ces nouveaux virus de l'humain vers l'humain. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Les pandémies se sont arrêtées. Donc ça, c'était le cas de la pandémie. Il y a un passage de virus animaux vers l'humain. Par contre, pour les épidémies, ça concerne surtout les grippes de type 1, le virus grippal de type 1, qui est très mutagène, c'est-à-dire qui mute. À chaque fois, son patrimoine génétique change du fait de mutation, les protéines changent également, et le corps humain, l'immunité humaine, a du mal à le reconnaître. À chaque fois, chaque année, c'est un nouveau virus, et il peut entraîner donc ce qu'on appelle des épidémies annuelles. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la clinique. Bon, je suis désolé parce que la projection elle est de mauvaise qualité. Vous arrivez à voir un petit peu là, non? Ok. Donc, ce diagramme, il vous montre un petit peu l'histoire naturelle du virus grippal et de la maladie qu'il va entraîner. Donc, il va entraîner quelques symptômes qui vont le corisant, c'est une rhinite, des maux de gorge, des myalgies, des céphalées, ce qu'on appelle le classique syndrome grippal. Donc, dans le temps, généralement, les symptômes vont durer pour la grippe environ une semaine. Il y a une période d'incubation de 1 à 2 jours. Vous savez qu'on a le premier contact du virus avec le patient. Il y a une période d'incubation avant le déclenchement des symptômes. Pour le virus grippal, elle peut durer de 1 jusqu'à 5 jours. Et la durée des symptômes, qui est maintenant le début des symptômes, surtout on achète qui c'est fièvre, elle va débuter après 2 jours. Et elle va persister environ 5 jours à une semaine. Sauf que l'isolement du virus dans les voies respiratoires, vous voyez, il va commencer un jour avant. C'est-à-dire que la personne peut être asymptomatique, elle n'a pas de symptômes, mais elle peut transmettre le virus lors de la période d'incubation. Et ça sera là, c'est la même chose par rapport au Covid. On va voir tout à l'heure la courbe d'infectiosité du Covid. La personne qui a du virus dans la sphère ORL, elle peut le transmettre avant le déclenchement des symptômes. Ce qu'on appelle les porteurs sains, si vous voulez. On a les gens qui
qui ont d'abord asymptomatiques et qui transmettent le virus dans la collectivité. Toujours concernant la grippe épidémique saisonnière, c'est des épidémies qui surviennent surtout à l'hiver. Dans l'hémisphère nord, l'hiver, ça commence maintenant, en octobre, novembre, décembre. Elle dure environ 6 à 8 semaines. L'incubation nocturne, elle peut aller d'un minimum de 1 jusqu'à 7 jours. La contagiosité, elle est élevée, parfois aérienne, notamment dans les collectivités. Débute avec des signes cliniques, c'est-à-dire 1 jour à 2 jours avant l'infectiosité, et elle persiste pendant 5 à 7 jours. La gravité ou la mortalité ou la surmortalité qui est due à la grippe, elle est surtout due aux comorbidités, c'est-à-dire surtout chez les sujets qui sont âgés et qui ont des maladies, les maladies cardiovasculaires, la tension, les maladies pulmonaires, la BPCO, le diabète. Vous voyez, quand il y a des patients âgés qui ont des pathologies associées cardiovasculaires et pulmonaires, le risque peut atteindre, le risque de mortalité peut aller jusqu'à plus de 400 fois. C'est cette population de sujets âgés qui a des comorbidités qui risquent beaucoup plus de décéder par la grippe, parce que la grippe, elle peut être mortelle, elle peut entraîner des décès. Notamment, la mortalité dans la grippe, elle est de 0,1%. Surtout chez des patients qui ont plus de 75%. Plutôt, qui ont plus de 75 ans. Ok? Donc la grippe, elle peut tuer. Quels sont maintenant les moyens thérapeutiques, si vous voulez? On a surtout des traitements préventifs et qui peuvent être curatifs aussi. D'ailleurs, c'est le seul exemple d'antiviral. L'oseltamivir, ce qu'on appelle le Tamiflu, il se prend par forme orale, et on peut le donner même chez le sujet, chez l'enfant, même chez la femme enceinte. La tolérance, l'efficacité terre déjà, elle n'est pas très importante, mais il peut donner aussi des effets secondaires. L'oseltamivir, ce qu'on appelle le Tamiflu, on l'a utilisé dans la pandémie de grippe aviaire, on l'a utilisé aussi dans la pandémie de grippe porcine, et il n'a pas beaucoup d'effets, notamment sur les formes graves. Là, il est commercialisé en Algérie, maintenant il est un petit peu en rupture. Par contre, il y a le Zanamivir qui sont des poudres pour inhalation, c'est-à-dire ça se donne par forme inhalée, il n'est pas disponible en Algérie. Parlons maintenant de la vaccination. La vaccination, elle entraîne une immunité qui peut atteindre jusqu'à 70%. Vous avez tous entendu parler du vaccin grippal qui se donne de façon annuelle. Et l'efficacité, elle diminue aux âges extrêmes. C'est-à-dire que chez les sujets âgés et chez l'enfant, l'efficacité, elle peut être inférieure à 70%. Maintenant, on va parler, après la grippe, si vous permettez, de la Covid. La Covid, elle est due à un virus qui est un virus émergent. C'est le fameux SARS-CoV-2. Vous n'avez pas de questions? Ça va? Donc là, je vous ai schématisé un petit peu ce virus qui est schématisé, qui a des spicules à sa surface. C'est pour ça qu'on l'appelle coronavirus. On l'appelle aussi SARS-CoV-2 parce qu'il entraîne une détresse, essentiellement une détresse respiratoire, syndrome aigu respiratoire dû au coronavirus de type 2. Et il est apparu, ce virus, en Chine, essentiellement dans la localité de Wuhan, en Chine, en fin décembre 2019, novembre-décembre 2019. C'est pour ça que la maladie qui l'entraîne s'appelle Covid-19. On reconnaît 7 coronavirus humains, 4 qui sont normaux et 3 qui sont nouveaux. Surtout donc le SARS-CoV, l'ancien SARS-CoV-1 qui a entraîné une pandémie en 2003, et le MERS-CoV qui a entraîné une pandémie au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, et le nouveau SARS-CoV. Les autres coronavirus, notamment les infacoronavirus, sont bénins. D'un
point de vue virologique, vous avez schématisé, vous avez sur cette diapo le schéma du SARS-CoV-2. Donc, c'est une nucléocapside qui contient deux couches de phospholipides entre lesquelles on retrouve des protéines de surface. La protéine de surface la plus intéressante, notamment d'un point de vue immunologique, c'est celle-ci, c'est la protéine S, sous forme de spicule. La protéine S, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle va permettre l'amarrage aux cellules qui contiennent des récepteurs, ce qu'on appelle les récepteurs ACE2. C'est-à-dire que la protéine les cellules respiratoires et le fait qu'il y ait ça va permettre l'entrée du virus à l'intérieur de la cellule et ce qui va lui permettre de se répliquer. Là, vous avez un schéma de cette glycoprotéine qu'on appelle la protéine S. Et le matériel génétique du virus, c'est un ARN, c'est un ARN messager. Donc, c'est un virus qui a une taille moyenne, dont le génome ARN est plus important. L'ARN est encapsulé dans la nucléocapside. Cette bicouche phospholipidique, qui est une bicouche de phospholipides qui constitue la paroi de la nucléocapside, et entre ces phospholipides, on a les protéines. Protéines qui sont essentiellement en nombre de 3. Je vous ai dit que la plus importante, c'est la protéine S. Il y a une action du savant sur cette bicouche phospholipidique, ce qui permet, c'est pour ça qu'on recommande le lavage des mains pour éradiquer ce virus, au moins sur les mains. Au moins sur les mains. Le corona tire son nom de ces spicules. C'est une couronne de spicules, appelée aussi par les anglo-saxons spike, S pour spike. Le domaine de liaison est un peptomère, alors le domaine de liaison avec le récepteur ACE2 au niveau de la glycoprotéine S. Les spicules permettent de se fixer au récepteur cellulaire humain. Les récepteurs humains avec ACE2 pour angiotensin convertase 2 et qui sont importants ou abondants dans les voies respiratoires supérieures et inférieures, mais pas que. On a d'autres organes qui contiennent ces récepteurs. C'est pour ça que le SARS-CoV-2 peut donc se fixer sur plusieurs organes du corps humain. On a trouvé des récepteurs au niveau du cœur, au niveau du rein, au niveau du cerveau. Il ne faut pas se dire que les récepteurs ils sont essentiellement au niveau de l'arbre respiratoire. Mais ils sont très importants au niveau de l'arbre respiratoire. Donc ça c'est un petit cliché concernant la situation dans le monde jusqu'au 20 septembre 2021, c'est des données de l'OMS. Donc l'OMS estime au 20 septembre 2021 qu'on a près de 230 millions de cas confirmés dans le monde et près de 5 millions de décès entraînés par ce SARS-CoV. Et vous voyez principalement qu'on a 3 pics, donc les 3 vagues. Les 3 vagues de cette maladie. Ce que je vous rappelle, c'est une qui a entraîné une pandémie. Tous les pays ont été touchés sans exception. Maintenant, la situation en Algérie. Jusqu'au 20 septembre 2021, le ministère de la Santé algérien a déclaré à l'OMS qu'on a eu près de 200 000 cas, 200 000 cas pour près de 6 000 décès en Algérie. Et on voit un petit peu la répartition ici. On a eu 3 vagues. Dans la dernière vague qu'on vient de vivre les mois de juillet, août. Les mois de juin, juillet, août. Concernant l'épidémiologie toujours, l'OMS reconnaît l'apparition de nouveaux variants. De nouveaux variants, et donc les variants ils sont surtout dus à la protéine S qui va muter. La mutation génétique qui va entraîner une perturbation au niveau de la protéine S. Et donc, selon les mutations génétiques, on a reconnu surtout l'apparition
du variant alpha, hein, qui a été détecté d'abord au Royaume-Uni, certainement en Angleterre, qu'elle a été le variant anglais. Hein. L'OMS a changé la dénomination, elle a appelé le variant alpha. Donc, il y a l'alpha, bêta, le bêta est apparu en Afrique du Sud, puis le variant brésilien qu'on a appelé, l'OMS a appelé gamma, et enfin, le variant indien, hein, qui a été appelé par l'OMS delta. L'OMS delta qui a entraîné la dernière vague. Hein, la dernière vague. Donc, lesquels fait terre à terre, c'est le fait qu'il y ait des variants, qu'il y ait un changement dans les protéines de surface, va nous donner de nouveaux virus qui ne sont pas reconnus par le système immunitaire humain. C'est-à-dire à chaque fois quand il y a un variant qui entre en contact, même si la personne a fait une infection antérieure à un ancien variant, le nouveau variant peut entraîner une nouvelle infection. C'est ça où réside la gravité de ces variants. Je pense que vous ne voyez rien du tout non plus. Là, c'est pour vous parler un petit peu de la transmission du virus qu'on a essayé de comparer au virus grippal et à d'autres virus anciens, le coronavirus de SARS ancien et le MERS. Et on voit que c'est un virus très épidémiogène, car il a une forte capacité à se disséminer rapidement. Et on reconnaît quelque chose de reconnaître, c'est le fameux R0. C'est quoi le R0? C'est le nombre d'individus qu'une personne porteuse du virus peut infecter dans la collectivité. Ce R0 pour la grippe, il est de 1,5. C'est pour faire simple, c'est qu'une personne qui est infectée peut infecter une personne et demie. Hein? Par contre, pour le Covid, on a le SARS-CoV-2, il peut infecter de 3 jusqu'à 5 individus. Hein, on dit que déjà par rapport à la grippe, c'est un virus qui dissémine beaucoup de façon plus importante. Voilà, donc c'est un petit peu le schéma qui rend compte de l'infectiosité du virus. Toujours un zéro, c'est l'apparition des symptômes, et on voit la densité par la charge virale au niveau de la sphère orale. La charge virale, elle va commencer à apparaître, le virus va apparaître environ 2 ou 3 jours avant la déclaration des symptômes. Hein? Et bien sûr, l'infectiosité va s'affaiblir au cours du temps jusqu'à ce qu'elle devienne très faible au bout de 7 à 8 jours. La durée immédiate d'incubation, c'est la période où le patient est asymptomatique. Elle peut aller de 5 en moyenne, de 5,2, mais elle peut aller jusqu'à 14 jours. La transmission présymptomatique peut être de 44%, c'est-à-dire que même le patient, s'il est asymptomatique, il peut transmettre le virus. Enfin, l'infectiosité, elle est faible au-delà de 7 jours, après le début des signes cliniques. L'infectiosité, comment on l'évalue? On l'évalue tout simplement par ce qu'on appelle les PCR. Hein? La RT-PCR, c'est une technique génétique, biologique, pour permettre de détecter le virus dans la sphère ORL et surtout le nasopharynx. Maintenant, concernant le tableau clinique, la clinique d'un patient atteint de Covid-19 au début, ça va être surtout une fièvre de survenue brutale, une fièvre élevée, et l'apparition de symptômes ORL, hein, qui rend compte d'une infection respiratoire aiguë. Donc c'est surtout une rhinite, une odynophagie, c'est-à-dire des maux de gorge. Et on peut avoir une petite dyspnée, une toux, mais aussi on peut avoir d'autres symptômes comme des céphalées, hein, des douleurs à type de myalgie. Il peut y avoir une atteinte digestive, des diarrhées, des vomissements, voire des symptômes ORL qui ont une anosmie ou une agnosie. L'anosmie, c'est le fait de ne plus sentir quelque chose, hein, de ne plus sentir via le nez, et l'agnosie, c'est la perte du goût. Hein. L'anosmie, c'est la perte de l'odorat, et l'agnosie, c'est la perte du goût. Donc il y a quelques spécificités, notamment chez l'enfant. On peut avoir une altération d'état général importante, une fièvre isolée, hein, sans symptômes respiratoires,
soit des particularités, d'autre part, des particularités chez le sujet âgé, altération de l'état général, des chutes et l'apparition de troubles cognitifs. C'est-à-dire les troubles cognitifs, c'est des pertes de. C'est des confusions, c'est la confusion mentale. C'est ça un petit peu le tableau clinique de ce fameux SARS-CoV-2. Dans l'évolution de la maladie, ou la l'histoire de la maladie, on reconnaît essentiellement 3 étapes. Hein. La première étape qu'on a appelée l'infection précoce, et qui concerne surtout l'infection ORL, hein. Ça va permettre au virus de se multiplier dans la sphère ORL, c'est avant 7 jours. Et puis c'est là que les choses se compliquent. Hein. Parce que très rapidement, le virus va descendre et donner ce qu'on appelle une pneumopathie virale à Covid. On a une pneumopathie virale à SARS-CoV-2 dans pratiquement 100% des cas. Hein? Contrairement par exemple à la grippe, oui, des fois on a donne des pneumopathies dans environ 30% des cas. Hein? Le Covid, il va descendre et donner une pneumopathie virale dans 100% des cas. Hein? D'ailleurs, dans les 2-3 jours, vous faites un scanner, vous allez trouver une pneumopathie ou là une atteinte pulmonaire. Les choses vont encore se compliquer encore après 10 ou 14 jours, parce on a remarqué, il y a certains patients, environ 10-15%, voire 20% des patients, qui vont faire un état d'hyperinflammation. Hein? Et donner une inflammation généralisée, c'est ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et c'est ça qui rend compte de la gravité du tableau. C'est la principale complication par laquelle les gens meurent, en plus des troubles de la maladie thromboembolique, des thromboses. Aggrave. C'est ça les principales 3 étapes d'évolution. On a des complications qui rendent compte de la gravité de la maladie. Elles sont de 2 ordres. D'abord, les complications respiratoires qui surviennent entre 8 et 12 jours. Ça va se traduire par une dyspnée d'aggravation progressive et entraîner surtout une hypoxie, c'est-à-dire une atteinte pulmonaire qui peut disséminer. L'autre versant des complications, c'est les troubles thromboemboliques, notamment un tableau grave qui est l'embolie pulmonaire. Pour le diagnostic, on peut avoir recours à l'imagerie, surtout le scanner, et vous voyez un petit peu les lésions, elles sont importantes, elles sont bilatérales, elles sont disséminées. Ça va commencer d'abord par des lésions de verre dépoli, périphériques, multifocales. Le verre dépoli, c'est des opacités qui sont peu denses, au niveau des champs pulmonaires. Là, vous voyez les champs pulmonaires, là, vous voyez le cœur, dans la trachée. Ok? Et donc, à partir d'une atteinte supérieure à 25% des poumons, on peut avoir un risque d'évolution défavorable. Au cours du temps, il y a des gens qui s'aggravent, il y a une dissémination des lésions, et d'autres qui ont une immunité importante, notamment les sujets jeunes, où l'évolution va s'arrêter, va aller vers la guérison. Malheureusement, dans 5% des cas, les tableaux peuvent être critiques, peuvent être graves, et la personne peut décéder. Lorsque l'atteinte elle avoisine les 80%, on parlera de Covid critique ou Covid sévère. L'autre cause de décès, c'est qu'on a les thromboses, on a l'embolie pulmonaire. Là, vous avez une embolie pulmonaire bilatérale, c'est-à-dire quand il y a un embole au niveau des gros vaisseaux, notamment au niveau pulmonaire. Là, c'est une autre complication mortelle de cette maladie. Donc, l'évolution, vous voyez, en Chine, on peut avoir une atteinte, une petite atteinte vers des polypes, et ça va aller vers la compensation par l'atteinte alvéolaire. C'est que les lésions sont peu denses, mais elles vont se densifier. À partir du 15e jour, lorsque la personne a une bonne immunité, on peut avoir une résolution des lésions, voire jusqu'à disparition complète du virus au niveau pulmonaire. Mais malheureusement, dans 5% des cas, on peut avoir une flambée des lésions et aller vers le syndrome de détresse respiratoire.
diagnostic également, on peut avoir recours à des prélèvements respiratoires. Hein? Surtout, prélèvement qui est recommandé par l'OMS, c'est les prélèvements nasopharyngiens. Donc, grâce à un écouvillon fin, à travers le nez, on peut aller jusqu'au nasopharynx, on se niche généralement de virus pour le prélever, et pour faire ce qu'on appelle la recherche de matériel génétique du virus par technique RT-PCR, qui prend environ 4 heures de temps pour avoir les résultats. Donc, quel est le virus? Est-ce que la RT-PCR elle est positive ou négative? Ok. Les autres types de prélèvements qu'on peut utiliser, notamment lorsqu'on a une atteinte plus profonde, c'est-à-dire après l'étape 2, après la première semaine, on peut avoir recours soit à des expectorations induites, soit par des aspirations trachéales, soit par un lavage bronchoalvéolaire. Et là, pour faire ces prélèvements, on aura besoin de faire une fibroscopie bronchique. Je terminerai cette partie avec les traitements à notre disposition pour lutter contre cette maladie très grave. Le constat est simple, on n'a aucune molécule, aucun médicament n'a fait sa preuve à ce jour, qui rencontre une activité antivirale directe contre le SARS-CoV-2. Donc vous avez tous entendu parler des polémiques de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine. Maintenant, les études, elles sont formelles. Ces molécules n'ont pas d'action sur le SARS-CoV-2. Actuellement, les études qui ont été menées dans le monde ne trouvent aucune molécule, aucun antiviral. C'est pour ça que le tableau de la maladie est grave. C'est qu'en fin de compte, on n'a pas de moyens thérapeutiques pour lutter contre ce virus. Quand j'ai des moyens thérapeutiques, quand j'ai une molécule antivirale, on la donne à la première semaine, on diminue la charge virale et le problème est réglé. On n'aurait pas une dissémination aussi importante dans le monde et une mortalité aussi importante. Le seul traitement qui a prouvé son efficacité, c'est les immunomodulateurs, et je fais allusion aux corticostéroïdes, qui améliorent la survie. Les études cliniques qui ont été menées, ils améliorent la survie, surtout chez les patients oxygéno-requérants, c'est-à-dire qui ont besoin d'oxygène. C'est très important de comprendre ce point. On ne donne pas de corticoïdes lors de la première phase où il n'y a pas d'hypoxie. On donne les corticostéroïdes lors de la deuxième, voire à la troisième phase. Ok? C'est là où les corticoïdes ont prouvé un effet chez les patients chez lesquels on doit les mettre sous oxygène. Des questions demeurent concernant surtout l'administration d'anticorps monoclonaux. On n'en dispose pas en Algérie, qui est un anticorps anti-IL6 et le plasma convalescent. Ce pas des traitements qui sont recommandés. On a les preuves manquent pour les donner en première intention aux patients qui ont une Covid-19. Enfin, il est très important de traiter de manière symptomatique, avec des traitements de support, donner de l'oxygène quand le patient est en hypoxie, anticoaguler pour prévenir les complications thromboemboliques, et de faire de la prévention. Donc je sais que le diagramme n'est pas très important, c'est juste pour vous, il n'est pas très visible, pardon, c'est juste pour vous parler de l'oxygénothérapie. L'oxygène, il se donne à partir du moment où on a une saturation. Vous avez tous entendu parler des saturomètres qui permettent de chiffrer la saturation, c'est-à-dire le taux d'oxygène au niveau sanguin. S'il est abaissé de l'ordre de moins 92 jusqu'à moins 90, il faut donner de l'oxygène. Il faut donner de l'oxygène, soit par des lunettes, soit par un masque. Utiliser des dispositifs de ventilation comme la CPAP ou la ventilation invasive. Si le patient ne répond pas, on peut aller jusqu'à la ventilation mécanique, c'est-à-dire intuber le patient et envoyer de l'oxygène. Deuxième thérapeutique de support, c'est les anticoagulants. Les anticoagulants, on a beaucoup d'anticoagulants, c'est surtout les héparines de bas moléculaire extraordinaire. Et selon la forme, si la forme elle est modérée ou sévère et grave, soit on donne
donc les anticoagulants une fois par jour, ou si le risque thrombolique est élevé, notamment chez les patients critiques, chez les patients de réa, il faut donner ces molécules 2 fois par jour, matin et soir. Bon, pour les posologies et pour le nom des médicaments, vous n'êtes pas tenu de les apprendre. Maintenant, un mot concernant la corticothérapie, une indication, c'est la pneumonie Covid, et seulement chez les patients qui ont besoin d'oxygène, qui désaturent, qui ont des saturations inférieures à 90%, on donne des corticoïdes. Ça a été prouvé par des études que donner des corticoïdes chez des patients qui n'en ont pas besoin, ça aggrave leur état. Ça peut aggraver leur état. Bénéfice donc seulement si initié au-delà de J5, J7, c'est-à-dire au-delà de l'état 1. La dose, c'est la molécule, généralement on utilise la dexaméthasone à la dose de 6 mg jour pendant une durée de 10 jours. Il faut surveiller les effets indésirables, les hyperglycémies, les HTA, c'est que les corticoïdes peuvent induire ou peuvent aggraver les diabètes. Voilà. Maintenant, concernant l'antibiothérapie. Actuellement en Algérie, un médecin, il ne prescrit pas d'antibiotiques. Il faut savoir que ça a été prouvé que les antibiotiques n'ont pas d'action sur le virus grippal. Ni l'azithromycine, ni l'auromontin, ni l'auroquin, ni rien du tout. Donc on a constaté qu'il y a une surconsommation majeure d'antibiotiques probabilistes au début de l'épidémie. Alors que les coûts et les surinfections sont vraiment infinis. Il n'y a que 5% de ces pneumonies Covid qui se surinfectent avec une bactérie. Donc ça ne sert à rien de donner des antibiotiques pour traiter le SARS-CoV-2. Au contraire, ça risque de provoquer d'autres problèmes, notamment par rapport aux résistances et par rapport à l'apparition de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Les règles de prescription d'antibiotiques, il est recommandé de ne pas donner d'antibiotiques de façon systématique. Avant la confirmation virologique, c'est-à-dire avant la PCR positive, on peut donner une antibiothérapie probabiliste. Elle peut être discutée seulement chez les patients qui ont des critères de gravité, c'est-à-dire qui ont besoin d'oxygène. Mais dès que la PCR revient positive, il faut arrêter l'antibiotique parce que ça ne sert à rien. L'antibiotique, je le répète, je ne cesserai jamais de répéter, n'a pas d'action sur le virus. Si apparition d'emblée ou secondaire, ce qui est vraiment rare, d'expectoration purulente, on peut donner l'antibiotique pendant 5 à 7 jours. Devant une pneumonie qui est en grave, on peut donner une cure d'amoxicilline acide clavulanique, c'est-à-dire l'auromontin. Et devant une pneumonie grave, on peut donner une association de C3G avec un macrolide. Maintenant, on va parler de l'aspect vaccin. Vu qu'on n'a pas vraiment de molécules, on n'a pas vraiment de traitement, la seule alternative pour lutter contre cette pandémie, ça reste les vaccins. Et heureusement, on a des vaccins qui sont apparus vers novembre-décembre de l'année dernière, 2020. Et d'ailleurs, je vous rappelle que l'Algérie a entamé une campagne de vaccination. Est-ce que vous êtes des vaccinés? Je connais les vaccins. لا واحد زوج ثلاثة أربعة وعلاش؟ Est-ce que vous avez des parents qui se sont fait vacciner? Parce que ce qu'on voit actuellement, ça fait 2 années que je travaille dans le Covid. Au sanatorium, actuellement, la structure a été, elle accueille exclusivement des patients Covid. C'est pour ça que vous ne faites pas vos stages au sanatorium. C'est parce que la structure traite actuellement que des gens qui ont un Covid. Les gens qui meurent de Covid, c'est surtout des gens qui sont âgés, qui ont plus de 65 ans, qui ont des diabètes, qui ont des comorbidités. C'est nos parents, c'est nos mères, c'est nos pères. Il faut les sensibiliser. Il ne faut pas s'abandonner aux fake news, parce que dit YouTube ou la Facebook. والله هذاك اللي دار التحديد هنايا صغير له هذاك le vaccin il est efficace et on le voit actuellement
les sujets qui sont vaccinés meurent moins de Covid. D'accord? Donc actuellement dans le monde, les principaux vaccins qui sont dirigés contre le SARS-CoV-2 sont de 3 types. Les vaccins qui ARN ou ADN messager, qui sont surtout les vaccins qui sont donnés en Europe ou aux États-Unis, qui ont le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna, qui sont basés sur une technologie où on injecte de l'ARN ou de l'ADN qui va former des protéines spike et qui va induire une immunité vis-à-vis de ces protéines. Donc je vous invite même d'avoir les schémas parce que je sais que vous n'arrivez pas à les voir ici. Donc il y a le vaccin Pfizer avec les vaccins à acide nucléique, ils ne sont pas disponibles dans le Chine. On a surtout des vaccins viraux anti, qui est le vaccin chinois, qui est basé sur une technique ancienne. C'est comme ça qu'on fabrique le vaccin grippal. C'est des vaccins qui sont inactivés ou qui sont atténués, qu'on injecte et qui vont induire, qui vont être en contact avec le système immunitaire et entraîner une immunité vis-à-vis du virus SARS-CoV-2. Donc c'est surtout comme le vaccin chinois, le Sinopharm, le Sinovac. Enfin, on a les vaccins à vecteurs viraux. Les vaccins à vecteurs viraux, c'est surtout par rapport au vaccin AstraZeneca, le vaccin britannique, ou là le vaccin russe, le Sputnik V, dont vous avez entendu sur parler. Ils ont injecté un vecteur, un adénovirus qui contient du matériel qui code pour la protéine S. Et quand on injecte chez l'humain, il va se multiplier au niveau des cellules pour donner des virulents, des nouveaux virus avec des protéines S qui vont entrer en contact avec le système immunitaire et induire une immunité. Moi, je me suis fait vacciner avec le vaccin russe, le Sputnik V. On a fait 2 doses, la première, et 21 jours après, on s'est fait vacciner par la deuxième dose. Mais actuellement, on voit que le virus qui est disponible actuellement, le vaccin qui est disponible, le vaccin chinois, il est assez efficace parce qu'il entraîne une immunité, une augmentation des anticorps neutralisants, et il est très bien toléré. Donc je vous invite à vous vacciner et à sensibiliser vos parents à se faire vacciner parce que les études prouvent actuellement que ces différents vaccins sont efficaces. Les différentes études dans la littérature scientifique prouvent que le vaccin est efficace, ça marche. Je terminerai par un mot concernant la prévention. Le fait qu'il y ait un vaccin ne dispense pas de se protéger, notamment par les gestes barrières, en prenant la bavette. Ça reste essentiel pour arrêter cette infection. Je vous remercie pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible. 10 minutes. Donc,